Le calendrier Thaï a l'air cassé. Songkran, en avril, c'est le nouvel an Thaï. Mais l'année thaïlandaise est passée à 2569 au 1er janvier. Pour comprendre pourquoi, il faut voir pourquoi Songkran était autrefois calculé par les astrologues, pourquoi les mois Thaï cachent les signes du zodiaque, et pourquoi le calendrier lunaire Thaï a parfois 2/8 mois. Quand on pense à Songkran aujourd'hui, on imagine tout de suite la plus grande bataille d'eau du monde, des rues inondées, une ambiance de carnaval. Mais pour comprendre ce qu'est véritablement Songkran, mettons les pistolets à eau de côté et remontons quelques centaines d'années en arrière. Le mot Thaï, Songkran, ne vient pas de la langue thaï d'origine, mais est un emprunt direct au sanskrit Samkranti. Il signifie passage, mouvement, ou plus précisément, transition astrologique. En astronomie traditionnelle, ce mot décrit le déplacement continu du Soleil d'une position à une autre sur la roue du zodiaque. Donc, d'un point de vue strictement technique, un Songkran se produit chaque mois lorsque le Soleil change de signe. Ce qu'on célèbre en avril en Thaïlande, c'est le Maha Songkran, le grand Songkran. C'est l'événement cosmique majeur où le Soleil achève sa révolution de 12 mois. Il quitte le signe des Poissons pour entrer dans la constellation du Bélier. Ce passage précis marque l'équinoxe vernal, c'est-à-dire le moment où le Soleil est exactement au-dessus de l'équateur, offrant une durée de jour et de nuit quasi égale sur toute la Terre. Ce passage a une importance particulière. Il ouvre un nouveau cycle solaire et donc une nouvelle année. Dans le Siam ancien, le nouvel an suivait la logique d'un calendrier lunisolaire. Beaucoup plus souple que notre calendrier actuel. Un système fascinant sur lequel nous reviendrons dans quelques minutes. La date exacte dépendait des calculs des astrologues de la cour, chargés de déterminer le moment précis de cette transition. Le début de la nouvelle année pouvait donc naturellement glisser d'un jour ou deux d'une année sur l'autre. Face à la pression des puissances coloniales européennes encerclant le royaume, le roi Chulalongkorn, Rama V, décide en 1889 de moderniser le royaume. Il abandonne l'ancien calendrier pour adopter un modèle solaire, similaire au nôtre, le modèle grégorien. Le premier jour de l'année civile est alors officiellement fixé au 1er avril. Ce nouveau système prend pour point de départ la fondation de Bangkok en 1782, qui devient alors l'an 1. Cependant, en 1912, son successeur Rama VI souhaite renforcer l'identité culturelle du pays et impose l'ère bouddhique. En fixant l'an 0 au décès du Bouddha, ce calendrier, qui est toujours utilisé aujourd'hui, place la Thaïlande 543 ans en avance sur le système grégorien. Ainsi, si vous êtes en 2026, eh bien en Thaïlande, nous sommes actuellement en 2569. L'alignement final sur le reste du monde se fait en 1941. Pour faciliter le commerce international, le gouvernement nationaliste du maréchal Phibun Songkhram décide de déplacer le début de l'année du 1er avril au 1er janvier. Ce changement crée d'ailleurs une amusante curiosité historique. En Thaïlande, l'année 1940 n'a duré que 9 mois, du 1er avril au 31 décembre. Depuis lors, le 1er janvier marque le nouvel an officiel, tandis que Songkran est célébré comme le nouvel an traditionnel thaïlandais. Pour simplifier l'organisation des festivités à l'échelle nationale, le gouvernement thaïlandais a décidé en 1989 de figer définitivement les dates de cet événement. Songkran est désormais officiellement fixé tous les ans du 13 au 15 avril. La réforme du roi Rama V a également introduit un système astucieux pour nommer les mois basé sur l'astrologie indienne. Contrairement au calendrier occidental, chaque mois thaïlandais combine le nom de sa constellation du zodiaque avec un suffixe qui indique directement le nombre de jours. Le suffixe Krom est utilisé pour les mois de 31 jours. Quant au suffixe Yon, il désigne les mois de 30 jours. Le suffixe Pan est l'exception réservée au mois de février, marquant sa durée variable de 28 ou 29 jours. Janvier se dit Makara Krom. Ce mot vient du sanskrit Makara et correspond au signe du Capricorne, mais il désigne une autre créature. Le Makara est un monstre aquatique mythique de la mythologie hindoue et bouddhiste, représenté comme un mélange d'animaux. Généralement, il a une trompe d'éléphant, des mâchoires de crocodile et une queue de poisson ou de paon. Février se dit Kumbhapan. Ce mot vient du sanskrit Kumbha, qui signifie la cruche ou le pot à eau, correspondant à notre Verseau. Il partage une racine très ancienne avec le latin kumbha, qui signifie cavité ou tombeau et qui a donné le mot français catacombe. En Inde, ce terme est lié au plus grand pèlerinage du monde, la Kumbh Mela ou Mahakumbha, qui a lieu tous les 12 ans et a rassemblé l'an dernier pas moins de 660 millions de pèlerins pour un bain rituel au Sangam, un point de confluence sacré du Gange. Mars se dit Mina Krom. Mina vient du mot sanskrit pour poisson.
Si vous apprenez le thaï, c'est sûrement le mois le plus facile à lire et à prononcer. Vous voyez, ça c'est un M, ici c'est un I long, voilà le N et le A long. Ça c'est un K soufflé, Ko. Et là, le M qu'on a déjà vu, Mina Chrome. Honnêtement, apprendre à lire, ça a été une étape essentielle qui a vraiment fait décoller mon apprentissage. Du coup, ces derniers mois, j'ai codé l'outil que j'aurais rêvé d'avoir en commençant. Venez tester, le premier chapitre est 100% gratuit, le lien est en description. Avril se dit Mesa Yon et vient du sanskrit Mesa, le bélier. En Inde, il est lié au Mesha Sankranti, la bascule vers le nouvel an solaire, un concept qui explique les fondements du festival thaï de Songkran. Dans le nouveau système de Rama 5, c'est lui le premier mois de l'année. L'année change le 1er avril. Le mois de mai se dit Pruksapha Krom. Il vient de Vrusapha, signifiant le taureau ou l'animal mâle. Il partage probablement une lointaine parenté avec le latin veres qui a donné le français vera, le porc mâle reproducteur. Juin se dit Mithuna Yon. Ce mot vient du sanskrit Mithuna, signifiant la paire ou le couple. Dans notre horoscope, ce sont les Gémeaux. Ils partagent une racine commune avec le latin mutare, qui porte une idée d'échange ou de changement, et qui a donné en français mutuel, ou bien muter ou mutation. Juillet se dit Karakada Krom. Ce mot vient du sanskrit Karakata, signifiant le crabe, et aussi le signe du cancer. Il partage avec le grec et le latin une racine signifiant dur, en référence à la carapace. En français, il a donné cancer ou cancre. Le mois d'août se dit Singha Krom. Vous connaissez sûrement déjà ce mot. Il est à la racine de la fameuse bière thaïlandaise Singha. En thaï, Bia Sing. Mais aussi de la ville de Singapour. Singha le lion, Pura la ville du lion. Et de la province de Singburi, avec la même racine. Septembre se dit Kanyayon. Ce mot vient du sanskrit Kanya, signifiant la jeune fille ou la vierge. Il remonte probablement à une racine indo-européenne liée à la jeunesse et la nouveauté, cousine lointaine du latin recens, qui a donné récent en français. Octobre se dit Tula Krom. Ce mot vient du sanskrit Tula, signifiant la balance ou la pesée. Il a probablement la même racine que le latin tolerare, faisant de lui un cousin de nos mots français tolérer ou tolérance. On le retrouve aussi dans le mot thaï tulakan, judiciaire. Novembre se dit Pruksejikayon. Ce mot vient du sanskrit Prusajik, signifiant le scorpion. Ce mot sanskrit désigne aussi la célèbre posture du scorpion en yoga, Prusashikasana. Décembre se dit Tanwa Krom. Ce mot vient du sanskrit Tanu, désignant l'arc et le signe du Sagittaire. En thaï, le mot Tanu signifie littéralement un arc. Ce système se combine avec le calendrier lunisolaire, qui était utilisé avant les réformes du roi Rama V, mais qui dicte encore aujourd'hui la date des grandes fêtes bouddhiques. C'est un système complexe, similaire à celui qui nous permet de calculer la date de Pâques en Occident. Un calendrier qui tente le pari presque impossible de marier la Lune et le Soleil. Voilà le problème. Un cycle lunaire dure environ 29 jours et demi. Une année strictement lunaire, qui alternerait donc des mois de 29 et 30 jours, ne dure au total que 354 jours. Elle accuse donc un retard inexorable de 11 jours par an sur la véritable année solaire. Sans un système d'ajustement ingénieux, les mois lunaires glisseraient rapidement à travers les saisons. Le mois traditionnel marquant l'arrivée de la mousson finirait par tomber en pleine sécheresse, ce qui serait tout bonnement catastrophique pour le cycle des récoltes. Pour resynchroniser les deux calendriers, les astrologues thaïlandais s'appuient sur une incroyable coïncidence astronomique, partagée par de nombreuses cultures à travers le monde, le cycle métonique. Ce principe mathématique, formulé dès l'Antiquité, repose sur ce constat. 19 années solaires durent presque exactement le même temps que 235 mois lunaires. Au bout de 19 ans, la Terre, le Soleil et la Lune se retrouvent donc, pour ainsi dire, exactement dans la même position cosmique. Or, si vous prenez 19 années lunaires classiques de 12 mois, vous n'obtenez que 228 mois. Pour atteindre le chiffre magique de 235 et se réaligner avec le Soleil, il manque donc exactement 7 mois. C'est cette même mécanique millénaire qui est utilisée dans les calendriers hébreux, chinois traditionnels ou encore dans le calendrier chrétien pour calculer la date de Pâques.
Le calendrier islamique illustre parfaitement ce qu'il se passe sans cette correction. Étant strictement lunaire, il n'ajoute jamais de mois supplémentaires. Ces dates glissent donc inexorablement de 11 jours par an par rapport au soleil, ce qui explique pourquoi le mois du Ramadan recule continuellement et traverse toutes les saisons sur un cycle d'environ 33 ans. Et voilà comment est calqué le calendrier lunaire thaïlandais sur le calendrier solaire. Ici, vous avez le nom des mois du calendrier solaire, et là, les chiffres, ce sont les dates des jours sur lesquels tombent les Wanpra. Les Wanpra, qu'on pourrait traduire par jour du Bouddha ou jour saint, sont calqués sur le cycle lunaire et tombent 4 fois par mois. À la nouvelle lune, au premier quartier, à la pleine lune et au dernier quartier. Historiquement, tout travail agricole s'arrêtait en ce jour de repos obligatoire non seulement pour les fermiers, mais aussi pour les bêtes de somme. Les habitants restaient souvent toute la journée au temple pour faire des offrandes et écouter les sermons, tandis que l'abattage des animaux, la consommation d'alcool et le divertissement étaient proscrits. Avec la réforme de Rama V, le week-end civil du samedi-dimanche remplace le Wanpra lunaire comme jour de repos légal pour l'administration. Aujourd'hui, les Wanpra cohabitent avec la semaine de travail occidentale. Les pratiquants les plus fervents continuent de se rendre au temple et encore aujourd'hui, lors des grands Wanpra, comme par exemple le Makabucha, la vente d'alcool est interdite par la loi dans tout le pays et les bars doivent fermer leurs portes. Pour intégrer les 7 mois manquants du cycle métonique, tous les 2 à 3 ans, on insère un mois supplémentaire dans le calendrier. Plutôt que d'inventer un 13e mois, le système clone simplement le 8e mois. Ces années lunaires bissextiles comptent alors 384 jours. Et pour affiner encore le calcul à la marge, on ajoute exceptionnellement lors de certaines années un 30e jour au 7e mois lunaire, faisant passer l'année lunaire à 355 jours. Grâce à cette gymnastique extrêmement précise transmise depuis des générations, les grands événements lunaires tombent toujours à la bonne saison. C'est ce qui garantit par exemple que Loi Krathong, le célèbre festival des Lumières, illumine toujours la nuit de la pleine lune du 12e mois, marquant avec exactitude la fin de la saison des pluies. Mais revenons à Songkran. Derrière Songkran, il y a une vieille légende qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la figure des Nang Songkran. Selon ce récit, Kabil Prom, un dieu puissant, met au défi un jeune prodige humain nommé Tamabal Kumara en lui posant 3 énigmes. L'enfant trouve les réponses. Le dieu, qui avait juré de se trancher la tête s'il perdait, doit alors tenir parole. Mais sa tête est si dangereuse qu'elle ne peut toucher ni la terre, ni le ciel, ni la mer, sans provoquer un désastre. Ce sont donc ces 7 filles, les Nang Songkran, qui la recueillent sur un plateau sacré. Depuis lors, selon la tradition, l'une d'entre elles la sort chaque année au moment de Songkran, la lave avec de l'eau pure pour apaiser sa chaleur, puis la porte en procession. C'est de ce geste mythologique qu'est née la véritable essence de Songkran, utiliser l'eau comme un outil d'apaisement et de purification. chacune de ces 7 filles correspond à un jour de la semaine. Celle de l'année est déterminée par le jour exact où tombe Maha Songkran, c'est-à-dire le moment du passage astrologique. Ce lien entre Songkran, astrologie et jour de la semaine n'est pas une invention récente. Le missionnaire français Jean-Baptiste Palgois l'avait déjà révélé dans sa description du royaume thaï ou Siam, publiée en 1854. Songkran, c'est leur nouvel an, qui tombe ordinairement dans leur 5e mois. On le célèbre pendant 3 jours. Ce n'est qu'à cette époque que le peuple apprend des astrologues si l'ange de l'année monte un tigre, un bœuf, un ours, un cheval, une chèvre, un dragon ou quelque autre animal. Ainsi, à travers les Nang Songkran, cette fête est reliée à une autre structure très ancienne de la culture thaï, les jours de la semaine. Les jours de la semaine en Thaï suivent une logique très ancienne que l'on retrouve dans une grande partie de l'Eurasie. Chaque jour est placé sous le signe d'un astre visible à l'œil nu. On dit ainsi Wan Atit, le jour du soleil, Wan Dan, le jour de la lune, Wan Ankhan, le jour de Mars, Wan Put, de Mercure, Wan Paruhatsabodhi, de Jupiter, Wan Suk, de Vénus, et Wan Sao, de Saturne. Le système n'a donc rien d'uniquement thaï. Il appartient à une vieille tradition astrologique qui a circulé d'une civilisation à l'autre. En Thaïlande, il est passé par l'Inde et le sanskrit. En Europe, il est surtout passé par le latin et le monde romain. Au Japon, par exemple, on retrouve encore la même structure, mais retraduite à travers la cosmologie chinoise des 5 éléments. Ainsi, le mardi japonais est le jour du feu, donc de Mars, le mercredi est le jour de l'eau, donc de Mercure, le jeudi le jour du bois, donc de Jupiter, le vendredi le jour du métal, donc de Vénus, et le samedi le jour de la Terre, donc de Saturne. En Thaï, le système reste parfaitement régulier jusqu'au bout. Samedi est bien le jour de Saturne, et dimanche, celui du soleil. En anglais aussi, on voit très clairement Saturday, Sunday. En français, en revanche, le système ancien a été partiellement recouvert par la religion. Samedi ne vient pas de Saturne, mais du sabbat. Dimanche vient de Dies Dominica, le jour du Seigneur. Le portugais montre d'ailleurs que cette transformation peut aller encore plus loin. On parlera littéralement de 2e jour, 3e jour,
4e jour, 5e jour et 6e jour. Seuls samedi et dimanche restent Sabado et Domingo. En Thaïlande, ce lien entre les jours et les astres se prolonge aussi dans les couleurs associées à chaque jour de la semaine. Beaucoup de gens connaissent ces couleurs par cœur. On les retrouve dans les vêtements, dans certaines habitudes et dans les croyances populaires encore bien vivantes. Porter la couleur de son jour de naissance ou celle du jour en cours est souvent perçu comme favorable. Le jaune en est l'exemple le plus connu. Le roi Rama IX étant né un lundi, jour du jaune, cette couleur lui a été très fortement associée et a fini par prendre une place centrale dans les marques publiques de respect et de loyauté envers la monarchie. Cette année, le jour de la transition, Maha Songkran tombe un mardi. La Nang Songkran sera donc Nangrak Sottewi, la 3e fille de Kabil Prom. Dans la tradition, elle porte une fleur de lotus, est ornée de gemmes vertes, tient un trident dans la main droite et un arc dans la gauche et se tient debout sur le dos d'un sanglier. Elle se nourrit symboliquement de sang. Les astrologues thaïs y voient des présages plutôt défavorables. Eau peu abondante, agriculture fragilisée et possibles difficultés sanitaires ou sociales dans certaines zones. Historiquement, l'eau de Songkran s'utilisait avec une immense délicatesse. On s'en servait au compte-gouttes, souvent dans des petits bols en argent. Le rite fondamental, Song Nampa, consiste à purifier les statues du Bouddha en versant de l'eau parfumée sur leur torse. Ce bain rituel symbolise le nettoyage spirituel des pensées négatives de l'année écoulée et permet d'accumuler du mérite, de rechercher un état de paix intérieure et de sérénité. Le rituel du Lotnam Damhua forme une demande de pardon et de bénédiction intergénérationnelle, qu'on appelle Krokrama. Les plus jeunes versent de l'eau sur les mains de leurs aînés pour s'excuser des offenses passées et recevoir leurs vœux de protection. Issu de l'ancien dialecte du Lana, le nord de la Thaïlande, le terme Damhua fait référence à la pratique originelle qui consistait à laver la tête des anciens avec une décoction de plantes pour en évacuer les malheurs. Il se pratique principalement en famille, mais on peut également le retrouver dans les communautés religieuses, les administrations ou les entreprises. Le cycle de purification s'achève par le Promnammon, l'aspersion d'eau sacrée par les moines. L'eau, qui est bénite par les prières et mantras des moines et la cire de bougie, est aspergée sur les fidèles à l'aide d'une poignée de végétaux. Les moines utilisent notamment l'herbe Yakra, qui représente la pureté et la victoire sur les forces négatives, ou des branches de groseillier étoilé, le mayom, destiné à attirer la bienveillance sociale, le tout visant à chasser la malchance de l'année passée. Au fil du temps, cette eau a aussi pris une dimension plus légère, plus joueuse. Dès le début du XXe siècle, on voit déjà apparaître des formes d'aspersion entre proches, dans une ambiance plus détendue, plus festive. Puis, lentement, cette pratique s'est élargie jusqu'à devenir, surtout dans les espaces urbains, la grande bataille d'eau collective que l'on connaît aujourd'hui. Le climat a évidemment beaucoup compté dans cette évolution. Le mois d'avril correspond au moment le plus brûlant de l'année thaïlandaise. La saison sèche atteint son sommet, l'air devient lourd et la chaleur peut approcher les 40 degrés. Dans ces conditions, il est facile de comprendre comment une aspersion symbolique a pu se transformer en jeu rafraîchissant. Avec l'urbanisation, l'accès généralisé à l'eau courante et l'essor des grandes célébrations de rue, on n'asperge plus seulement. On arrose, on vise, on riposte. Cette transformation se lie très bien dans l'histoire des objets eux-mêmes. Avant les pistolets en plastique multicolores qui saturent aujourd'hui les rues thaïlandaises, il existait déjà des instruments artisanaux pour lancer de l'eau. Des tubes à piston en bambou, puis parfois en métal. Mais plus tard, avec l'arrivée des modèles improvisés en PVC, souvent fabriqués artisanalement, une autre logique s'impose, celle de la puissance. Peu coûteux, simple à remplir et capable de produire des jets beaucoup plus violents, ces canons marquent un tournant. Ils accompagnent le moment où Songkran cesse d'être seulement une fête où l'on se mouille pour devenir une fête où on s'affronte. L'escalade a d'ailleurs fini par rencontrer ses limites. Certains de ces dispositifs ont été interdits à cause des blessures qu'ils provoquaient, notamment aux yeux. Depuis, ce sont surtout les pistolets en plastique, plus standardisés et plus visuels et plus commerciaux, qui se sont imposés comme l'emblème du Songkran populaire contemporain. Et si cette image s'est imposée avec autant de force, c'est aussi parce qu'elle a été pleinement reprise, organisée et amplifiée par l'État thaïlandais. Songkran est devenu une vitrine. À travers les campagnes touristiques, les grands festivals officiels et la mise en scène d'un Songkran spectaculaire, joyeux et exportable, la fête est devenue un outil de rayonnement culturel. Son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO fin 2023 s'inscrit dans cette dynamique. C'est d'ailleurs ce qui rend Songkran si intéressant. Derrière l'image simple d'une immense bataille d'eau, on retrouve en réalité quelque chose de beaucoup plus complexe, une fête ancienne, réinventée par la rue, puis réorganisée à l'échelle nationale comme symbole culturel de la Thaïlande. Au milieu de toute cette eau, un autre élément est associé à Songkran, le Dinsorpong.
À l'origine, cette pâte blanche est une matière minérale utilisée comme produit rafraîchissant pour la peau, souvent mélangée à de l'eau parfumée. En avril, quand la chaleur est forte, cette pâte aide à absorber le sébum et laisse une sensation de fraîcheur. Pendant son crâne, cette pâte est appliquée sur le visage dans une pratique appelée pa peng. Ce geste a une dimension sociale très intéressante. Il autorise temporairement un contact physique qui, dans la vie ordinaire en Thaïlande, reste beaucoup plus limité, surtout entre inconnus. La poudre devient alors un support de jeu, de plaisanterie et, chez les jeunes, un prétexte courant pour entrer en contact ou flirter. En principe, ce geste suppose toutefois l'accord de la personne. Par exemple, vous pouvez demander Pa peng dai mai, c'est-à-dire est-ce que je peux te mettre de la poudre? Enfin, le Songkran contemporain s'est peu à peu trouvé un uniforme. La fameuse chemise à fleurs, Sua Songkran. Cette chemise n'est vraiment pas un vêtement rituel thaï ancien. C'est vraiment une mode importée, héritée de la chemise hamoyenne et réappropriée par la culture festive thaïlandaise au cours du XXe siècle. Avec ses couleurs vives, son allure décontractée et son énergie joyeuse, c'est vraiment devenu le costume parfait d'un Songkran de rue, populaire et très photogénique. Vous la verrez partout. Pendant le festival, elle devient même l'uniforme des employés du 7-Eleven. Et alors que dans une grande partie de la Thaïlande, son crâne retombe après le 15 avril, sur la côte Est, elle repart de plus belle, avec Wan Lai, littéralement le jour qui continue de couler, ou bien les jours qui débordent. À Bang Saen, c'est carrément une deuxième vague. La ville entière est engloutie par la fête. Des dizaines de milliers de personnes convergent vers le front de mer. Les pick-up arrivent chargés de groupes d'amis avec à l'arrière d'énormes bidons d'eau, des bassines, des glacières et des énormes seaux. Ça roule au pas, ou plutôt, ça roule plus du tout. Et c'est ça qui frappe le plus en tant qu'Européen. Chez nous, quand on imagine une grande fête populaire, on pense plutôt à des centres-villes piétons, à des foules compactes, mais séparées de la circulation, une mise à distance minimale entre la fête et les voitures qui permettent de s'y rendre. À Bang Saen, c'est l'inverse. La fête se passe dans le trafic, autour du trafic. Le bouchon n'est pas un effet secondaire au festival, c'est en fait une partie intégrante du festival. Les gens s'arrosent entre deux files de véhicules immobilisés, montent sur les marchepieds, crient, dansent, se trempent, redémarrent de 3 mètres, puis recommencent. Tout avance à peine, mais tout le monde est déjà dans la fête. Moi, ça me fait penser à une sorte de feria balnéaire, version pick-up, pistolet à eau et chemise trempée. Il y a quelque chose de ces grandes fêtes populaires où une ville tranquille bascule dans un état exceptionnellement joyeux, bruyant et épuisant. Et ce qui surprend aussi, c'est que malgré cette démesure, l'ensemble reste beaucoup plus familial que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des groupes d'amis, oui, énormément de jeunes qui viennent en bande pour s'arroser toute la journée et toute la nuit. Mais aussi des familles, des enfants, des gens venus simplement pour voir, manger un bout, circuler, participer un peu. Et au milieu de tout ça, Bang Saen conserve aussi des traditions beaucoup plus anciennes, qui donnent au festival une autre profondeur. La plus connue, c'est celle des Jedi Sai, les pagodes de sable. À l'origine, le geste est religieux. On dit que tout au long de l'année, les fidèles emportent sans le vouloir un peu de sable sacré sous leurs pieds en quittant le temple. Dans cette tradition, les fidèles rapportaient au temple le sable sous forme de pagodes de sable. Et c'était une manière de restituer symboliquement ce qui a été pris et de faire du mérite. À Bang Saen, cette tradition donne lieu à un concours sur la plage. On peut y voir des Jedi traditionnels, mais aussi tout type de sculptures. Et parfois des formes franchement improbables. Une autre tradition que je trouve marrante, c'est le Muay Thai, la boxe de mer. C'est plus un jeu de foire que de la boxe. À cela s'ajoutent les concerts, les scènes temporaires, les centaines de stands de nourriture, la musique qui tourne pendant des heures, et cette sensation que la fête prend le contrôle de toute la ville. Cette version très bruyante de son crâne peut donner l'impression qu'on s'est vraiment éloigné du sujet de départ. Mais en fait, le principe reste assez cohérent. Son crâne marque un changement de cycle et l'eau sert à nettoyer, rafraîchir, bénir et simplement à faire la fête. Avec le temps, les usages religieux et familiaux n'ont pas disparu. Ils coexistent avec une fête de rue beaucoup plus massive. C'est ça qui rend son crâne difficile à résumer. Selon l'endroit et le moment, ça sera une cérémonie au temple, un repas de famille, une opération touristique ou une bataille d'eau géante. Et vous, si vous êtes déjà allé à Songkran en Thaïlande, dites-moi où et quelle ambiance vous avez préféré. Si cette vidéo vous a appris des choses, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne. Et si apprendre le thaï vous intéresse ou bien que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à regarder en description. À bientôt!